Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice fait en salle de TP122. Au niveau de cet exercice, nous avons configuré le routage dynamique RIP V2 maintenant. Donc après avoir configuré RIP V1, on passe aujourd'hui à RIP V2. On a aussi une topologie physique qui est donnée et on demande toujours la même chose, c'est de réaliser l'architecture réseau, créer le réseau logique, configurer les équipements terminaux et intermédiaires et puis configurer le routage. Donc tout dépend. Pour aujourd'hui, ça sera dynamique RIP V2 et faire en sorte qu'il y ait une connectivité totale, c'est-à-dire que tous les PC peuvent communiquer entre eux. Pour aujourd'hui, on va faire on va donner le réseau logique parce que maintenant RIP V2 supporte le sous-adressage dynamique. Donc RIP V2 supporte VLSM contrairement à RIP V1 qui ne le supporte pas. Et RIP V1 a aussi aboli la notion de classe. Et donc au niveau des messages RIP V2 qui circulent au niveau du réseau, il y a un champ où on spécifie le masque du réseau au niveau de l'échange de messages RIP, c'est-à-dire qu'on informe les autres routeurs des routes ou bien des réseaux qu'on connaît en spécifiant maintenant le masque, ce qui n'était pas le cas au niveau de RIP V1 parce qu'on déduisait le masque à partir de l'adresse via la notion de classe. Alors, ce qui était demandé, c'était de réaliser l'architecture au niveau de la salle. Donc, il fallait interconnecter trois armoires entre elles. Pour cette fois-ci, c'est l'armoire 1, 3, 5 entre elles et 2, 4, 6 entre elles. Donc, on n'a pas des armoires de même couloir et donc, il faut impérativement utiliser les, euh, les ports verts ou bien jaunes. On peut utiliser les ports rouges pour l'armoire entre l'armoire 3 et 5. Pardon, non, entre l'armoire pardon, 1 et 3 et entre l'armoire 4 et 6 parce qu'elles sont au niveau du même couloir. Mais sinon, on est obligé de passer par l'armoire de brassage de la salle. Donc pour donc la, la liaison, elle se fait au niveau des deux routeurs ici et elle se fait au niveau des deux routeurs ici, Y et Z. Même chose, comme j'ai dit à chaque fois, il faut brancher l'équipement en question de l'armoire Y par exemple, bien de l'armoire ici X avec le port jaune. Donc dans le cas de l'armoire 1 avec 3, on va brancher le routeur au niveau de l'armoire 1 au port 1.0.5 par exemple. Et au niveau de l'armoire 3, on va brancher le routeur avec le port 3.0.8. Et on crée la connexion entre les deux ports au niveau de l'armoire de brassage de la salle où on va insérer un câble entre les deux ports qu'on a utilisés au niveau des deux armoires de brassage d'étape. Euh, Même chose ici, entre l'armoire 3 et 5, ou bien entre 2 et 4 ici, et 4 et 6 au niveau de ces deux routeurs. Euh, donc, j'ai créé la topologie au niveau du simulateur, donc c'est la même chose. Donc, si on peut la créer au niveau du simulateur, on peut aisément la faire au niveau de la salle, sauf qu'il faut toujours, comme je le dis, euh, être, euh, être familiarisé avec tout ce qui est câblage, équipements terminaux, comment câbler, comment relier les équipements entre eux, comprendre le fonctionnement de la salle. Et donc, il faut regarder la vidéo où on présente la salle de TP122 pour connaître de quoi elle est composée, pour comprendre pardon, réellement comment créer des réseaux physiques au niveau de la salle. Alors, pour la topologie physique, c'est bon, l'architecture. Maintenant, on passe au réseau logique. Donc, on a une adresse IPv4 qui nous a été donnée et il faut la découper en plusieurs sous-réseaux. Dans notre cas, nous avons 7 sous-réseaux. Donc, on a 6 LAN avec un réseau point à point. Au niveau de chaque LAN, nous avons 2 PC. Et donc, on va, à travers ces informations-là, faire le découpage. On va bien évidemment opter pour VLSM parce qu'on a un réseau point à point et ce n'est pas la peine de lui donner plus de 2 adresses IP au niveau de son réseau. Alors, l'adresse IP qu'on a, c'est celle-là. C'est un /26
Et donc, les 3 premiers octets ne changent pas. Au niveau du 4e octet, on a des bits qui appartiennent en même temps à la partie réseau et en même temps à la partie machine. Donc, 202.19.188. Maintenant, 128, on va l'écrire en binaire. Ça va nous donner 1 suivi de 7 0. Et la partie réseau, ça sera les 26 bits de poids fort, 24, 25, 26. Et ce qui reste, ça sera les bits qui forment la partie machine. Donc on a 6 bits. Et au niveau de ces 6 bits, on va piocher des bits pour la partie sous-réseau. Du moment qu'on opte pour le découpage, le sous-adressage dynamique, il faut ordonner les sous-réseaux en termes de nombre d'adresses. On va nommer nos sous-réseaux. Par exemple, ça c'est sous-réseau 1, le LAN ici. L'autre LAN ici, ça sera sous-réseau 2. Le point A point, ça sera sous-réseau 3. Le 3e LAN sous-réseau 4. Le 4e LAN sous-réseau 5. Le 5e LAN sous-réseau 6. Et le dernier LAN sous-réseau 7. Alors, le plus grand maintenant, c'est celui où il y a deux, donc ça sera forcément un des LAN. Au niveau de chaque LAN, nous avons 2 PC. Pour certains LAN, il y a 2 interfaces de routeur. Et donc, ce sont les LAN les plus grands. Et donc, on a le LAN 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6, ce sont les plus grands LAN au niveau de la topologie. Au niveau de ces LAN, on a besoin de 4 adresses IP. Et donc, on va commencer. Donc, sous réseau 2. On a besoin de 4 adresses IP. Ce qui implique que la taille de l'IDF machine sera égale à 3 bits. Donc, pour rappel, toujours en VLSM, on déduit la taille de la partie machine pour déduire la taille de la partie sous-réseau. Contrairement au sous-adressage statique où on délimite d'abord la taille de la partie sous-réseau qui sera identique pour tous les sous-réseaux. Ensuite, on déduit la taille de la partie machine qui sera aussi identique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle découpage à masque fixe, parce que tous les sous-réseaux auront le même masque et donc la même taille de la partie sous-réseau. Ce qui implique que la taille de l'IDF sous-réseau, il sera égal aussi à 3 bits, parce qu'on a 6 bits. On a pris 3 pour la partie machine, les 3 qui restent, ce sera pour la partie sous-réseau. Donc sous-réseau 2 et sous-réseau 4, c'est exactement les mêmes besoins. Idem pour le 5 et le 6. Sinon, on peut les écrire aussi en ordre. Donc 2. Donc là, il nous manque le sous-réseau maintenant 1. Au niveau du sous-réseau 1, nous avons 2 PC et une interface. Donc on a besoin de 3 adresses IP. Pour 3 ou bien pour 4, c'est toujours la même taille de la partie machine. 3 bits pour 3 adresses, 3 bits pour 4 adresses. Donc ça ne change pas aussi. Et là, j'ai oublié de spécifier le masque. Ça sera un slash 26 plus 3, un slash 29, qui sera commun à tous les réseaux, tous les sous-réseaux LAN. Donc slash 29, c'est équivalent à 3 fois 255.248. Je copie juste ça. Il me manque maintenant le sous-réseau 3. Alors, le sous-réseau 3, c'est le réseau point à point. Donc, au niveau du sous-réseau 3,
j'ai besoin uniquement de 2 adresses. Et du moment que j'ai besoin de 2 adresses, la partie machine sera sur 2 bits. Et donc la taille de la partie sous-réseau sera sur maintenant 4 bits. 6 moins 2. Et donc j'aurai un slash 26 plus 26 plus 4, ça sera 30. 252. Sous-réseau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier, ça sera le sous-réseau 7. Où il y a normalement 2 PC et une interface de routeur. Donc 3 adresses IP. Et ça ne change pas ici. Les mêmes informations. Pour 3 adresses ou pour 4 adresses, j'ai besoin de 3 bits pour la partie machine. Je passe maintenant au plan d'adressage. VLSM. Je construis le tableau. Ça nous permet aussi de réviser le sous-adressage. Le sous-réseau en question. Voilà. Adresse IDF, pardon, sous-réseau. Adresse IP du sous-réseau. Adresse IP diffusion. Première adresse IP. Dernière adresse IP. Je commence par le sous-réseau où il y a le plus d'adresses. En réalité, je peux commencer par n'importe lequel, parce qu'on a la même partie sous-réseau, sauf le 3. Donc n'importe lequel, sauf le 3. On va suivre la définition. Donc on commence par le 2. Sous-réseau 2. Alors l'adresse, elle ressemble à l'adresse mère. Sauf qu'on a maintenant une partie sous-réseau au niveau de l'adresse IP. Voilà. Alors, pardon, on nous demande l'IDF sous-réseau. Je me suis trompée. Alors, l'IDF sous-réseau, il est sur 3 bits. On va prendre les 3 premiers bits nuls. Il y a certains dans la littérature qui ne les prennent pas et qui préfèrent prendre un IDF sous-réseau différent de 0 pour que le premier sous-réseau ne soit pas égal à l'adresse IP du réseau mère en termes d'adresse. Mais elle n'est pas égale parce qu'il y a le masque qui diffère. Mais sinon, c'est pas fou. Si on le prend en pratique. Ça ne fausse pas les calculs, par exemple. Alors, ici, je vais prendre 3 bits, tout simplement. Et en décimale, ça va me donner 202.19.188.128. Pour l'adresse de diffusion, il suffit de mettre des 1 au niveau des bits de la partie machine. 3,1. Ça sera un plus 7. 128 plus 7, ça va nous donner 135. Donc, première adresse, ça sera adresse réseau plus 1, donc 129. Dernière adresse, ça sera adresse de diffusion moins 1, 134. Je continue la construction du tableau pour que ça soit lisible. On continue. Alors, le prochain sous-réseau, ça sera le sous-réseau en termes d'adresse, en suivant la définition, ça sera le sous-réseau 4.
Même taille de partie sous réseau, donc on fait juste un plus 1. On met un 1 ici, ça va nous donner 128 plus 8. 128 plus 8, ça donne 136. Ou bien c'est 135 plus 1. Adresse diffusion du sous-réseau précédent plus 1. Je mets un 1 ici, donc c'est 136 plus 7. 136 plus 7, ça donne 143. Première adresse, ça sera 137. Dernière adresse, ça sera 143 moins 1. 142. J'ai aussi donné un découpage qui est assez facile en TP pour que les étudiants ne prennent pas trop de temps à faire le découpage, parce que c'est pas l'objet aussi du TP. Prochain sous-réseau, c'est le 5. Donc 0, 0, 1 plus 1, ça donne 0, 1, 0. 0, 1, 0. Donc c'est 128 plus 16, ça donne 144. 0, 1, 0. 144 plus 7, ça donne 151. Adresse réseau plus 1, 145. Adresse diffusion moins 1, 150. Prochain sous-réseau, ça sera le 6. 0, 1, 0 plus 1, c'est 0, 1, 1. Donc c'est un plus 8. 144 plus 8, ça donne 152. Donc ça sera 152 plus 7. Ça va donner 159. Première adresse, ça sera 153. Et dernière adresse, ça sera 158. Prochain sous-réseau, maintenant, ça sera le sous-réseau numéro 1, où il y a 3 adresses, suivi du 7. Mais c'est la même chose parce qu'on a 3 bits. 0, 1, 1 plus 1, ça donne 1, 0, 0. Donc c'est 128 plus 32. 128 plus 32, ça nous donne 160. Donc c'est 160 plus 7. 167. Ah là j'ai mis... attendez. Non, c'est bon. Première adresse c'est 161. Dernière adresse c'est 166. Voilà. Ensuite arrive le sous-réseau 7. Où il y a toujours une taille de partie sous-réseau sur 3 bits. Donc ça sera 1, 0, 0 plus 1. Donc 1, 0, 1. 1, 0, 1 plus 8, ça va donner 168. Ici, ça sera 168 plus 7, ça va donner 175. Première adresse 169. Dernière adresse 174. Et on termine par le réseau point à point, qui est le sous-réseau 3. Donc ici, on aura besoin de 4 bits au niveau de la partie sous-réseau. Donc je fais un plus 1 d'abord pour ajouter le bit. 101, donc 101 plus 1, ça donne 110 et 0. 110, je change, j'augmente mon IDF sous réseau. Donc ici, ça sera 128 plus 32 plus 16, ça va donner 176. Ou bien c'est 175 plus 1. Adresse diffusion du précédent sous-réseau. Donc ici, ça sera 1, 0. Et j'augmente mon sous-réseau, mon IDF sous-réseau, pardon. Et donc ici, ça sera 176 plus 3. Ça va donner 179. Première adresse
ça sera 177 et dernière adresse, ça sera 178. Deuxième et dernière adresse. C'est pour ça que c'est un réseau point à point. On a terminé avec la création du réseau logique. Et maintenant, on va utiliser les informations qu'on a récoltées ici pour construire notre réseau logique, donc pour affecter une configuration réseau à nos équipements. Alors, pour les PC, on a deux PC ici qui font partie du sous-réseau numéro 1. On va essayer d'avoir ces informations à notre portée. C'est toujours bien d'écrire tout ce qu'on a au niveau comme données au niveau du réseau pour ne pas se tromper. Voilà. On le laisse ici. Voilà. Alors, sous réseau 1, on prend cette adresse. Première adresse pour les équipements. Et 166 comme passerelle, donc dernière adresse. Pour le masque, c'est 248. 166. Et là, ça sera 162. Voilà, on a terminé avec les équipements du premier sous-réseau. On passe au sous-réseau numéro 2. Donc, point 129 et point 134 comme passerelle. Et pour le prochain, ça sera 130. Pour la passerelle, ça sera normalement, qu'est-ce qu'on a mis ici? 134. Voilà. On passe au sous-réseau numéro 4. « 137 et 142 comme passerelle. Pardon, 137. Et l'autre PC, ça sera 138. La passerelle, c'est 142. On passe au sous-réseau 5. 145. Et 150 comme passerelle. Et l'autre PC, ça sera 146. Non, ça sera... Ah, 150, pardon. Voilà. Il nous reste les PC du sous-réseau 6.
153 et 158 pour la passerelle. Donc 154. Et enfin, les PC du sous-réseau numéro 7. Donc 169 et 174 pour la passerelle. « 170 pour le deuxième PC. « 174. On a terminé avec la configuration des équipements terminaux. On passe à la configuration des équipements intermédiaires, en l'occurrence les routeurs. Donc on utilise un équipement terminal pour administrer un équipement intermédiaire parce qu'il n'a pas d'interface graphique, parce qu'il n'est pas de niveau 7 selon le modèle OSI, ou bien couche application selon le modèle TCP/IP. Alors, on lance le terminal. On passe en mode de configuration du terminal et on passe en mode de configuration d'interface du routeur. L'interface passe Ethernet 0/0 où l'on saisit l'adresse IP. Ça sera l'adresse de la passerelle. On peut la récupérer ici ou bien du tableau. Je la récupère directement. Pardon. Donc j'étais sur le CLI. Donc ça c'était au niveau du simulateur, mais dans le cas pratique, il n'y a pas l'interface graphique quand on clique sur le routeur. Masque /29 248 et on allume l'interface. On configure la deuxième. Interface face Ethernet 0/1. On lui donne la passerelle des PC qui sont au niveau du LAN 2. Toujours le même masque et on allume. On a terminé avec ce routeur. On passe à l'autre routeur. On réouvre le terminal. On configure l'interface 0/1. Donc en salle, c'est l'interface 1/0 et on saisit 1/0 au niveau du CMD. Donc ça c'est la petite remarque. On lui donne l'avant-dernière adresse IP, ou bien parce que la passerelle c'est 134, on va lui donner 133. Et ce n'est pas une adresse que les PC utilisent comme étant passerelle, mais ça va pas déranger, on verra après. Parce que on peut saisir uniquement une seule passerelle au niveau du routeur, pas deux. Au niveau du PC, pardon, pas deux. On allume. On passe à la configuration de la deuxième interface, la 0/0. C'est l'interface qui fait partie du sous-réseau 3, le point à point. Donc c'est 177. /30 cette fois-ci. Et on allume. Ça ne s'allume pas parce qu'au niveau de l'autre interface, c'est pas allumé. Au niveau de l'autre routeur, l'interface n'est pas allumée. On a terminé avec ce routeur. Donc, on continue avec l'autre. On réouvre le terminal.
On configure l'interface 0. Ça sera la 178. Parce que l'autre c'était 177. Et on l'allume. Cette fois-ci, ça va s'allumer. On configure l'autre interface. La 0/1. Elle fait partie du sous-réseau 4. 142. IP adresse. /29 toujours. 248. Et on allume. On a terminé avec ce routeur. On passe à l'autre. On réouvre le terminal. On configure l'interface 1/0, 0/1 au niveau de packet tracer. On lui donne l'adresse du même réseau. Sauf qu'ici, on a saisi des passerelles 140. Donc, on va donner l'avant-dernière qui sera 141. C'est vrai que les PC n'utilisent pas cette adresse. Mais ce n'est pas faux. On verra après. On passe à la configuration de la prochaine interface. Elle fait partie du sous-réseau 5.150. On a oublié le masque. On a terminé avec ce routeur. On passe au 5e routeur. On réallume le terminal. On configure l'interface 0/0. Donc celle-là c'était 150. Donc celle-là ça sera par exemple 149. Avec toujours un masque. Un masque /29. Et on allume. On configure l'autre interface. La 0/1. Ça sera la passerelle, par exemple CPC. 158. Ou bien on vérifie au niveau du tableau. On allume. On termine par la configuration du dernier routeur. On branche. On réallume le terminal. On configure l'interface 0/1. Donc ça sera la passerelle -1. Parce que la passerelle on l'a déjà donné. 158, donc 157. Avec toujours le masque /29. Et on allume. On configure la dernière interface 0/0. On lui donne la passerelle des deux PC. 174. Le masque. On a terminé avec la configuration des équipements terminaux et intermédiaires. Maintenant,
il faut configurer le routage. Alors, à vue d'œil, donc tout est vert, donc la configuration a été faite, sauf que les PC maintenant ne peuvent pas communiquer avec les autres PC. Donc je pense que les PC qui sont là peuvent communiquer avec ceux-là, parce qu'ils sont voisins. On peut le tester. Bon, ça dépend aussi s'ils ont comme passerelle. Donc 134, c'est quelle adresse? Ah, donc ils peuvent. On va essayer. On va pinguer au niveau du PC. Ça va marcher. Il y a ARP. Voilà, ça marche parce que les PC sont issus de réseaux voisins. Donc il y a uniquement un routeur qui les sépare. Et au niveau du routeur, au niveau de la table de routage, il y a le chemin pour aller vers ce réseau. Il y a deux lignes connectées. Si on consulte la table de routage, vous avez deux lignes connectées. Le reste, on ne le connaît pas. Si je veux pinguer ce PC, ça ne va pas marcher. Pour ce PC avec celui-là, ça va marcher. Pour ces PC avec ces PC, ça va marcher. Pour ces PC avec ces PC, ça va marcher. Donc, où il y a uniquement un routeur qui les sépare. Plus d'un routeur, ça ne marchera pas. Ce PC avec celui-là, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de chemin vers ces réseaux au niveau de la table de routage. Et donc, il faut remplir la table de routage. On la remplit de manière statique, en configurant le routage statique, ou bien de manière dynamique, en configurant, en activant un protocole de routage. Pour aujourd'hui, on va appliquer RIP V2. Parce qu'on a déjà des sous-réseaux, on ne peut pas mettre RIP V1, on va appliquer RIP V2. On commence, on branche en console, on rentre en mode de configuration du routeur, on ouvre le terminal, pardon, voilà. Alors, on veut configurer, donc déjà show IP route, voilà, il y a des C. On rentre en mode de configuration du terminal pour apporter des modifications. Donc comme pour RIP V1, ça sera la même commande. Router RIP pour activer RIP. Maintenant, il faut spécifier au routeur que c'est RIP V2 qui est utilisé. Donc ça sera via la commande version 2, version 2. Et même de la même manière, on va annoncer les réseaux qui sont directement connectés au routeur. Donc ça sera le sous-réseau 1 et 2. Donc le 1 c'est 160 et le 2 c'est 128. Network 160 et 128. Même chose pour RIP V2 maintenant. Si on ne veut pas que des mises à jour circulent au niveau d'un LAN, parce que par défaut, les messages de mise à jour de protocole de routage circulent au niveau sont émises par toutes les interfaces actives du routeur. Pour cette interface-là, ce n'est pas la peine de propager des messages de mise à jour. Parce qu'il y a uniquement des PC, il n'y a pas un routeur en face. Et donc, on va faire en sorte que cette interface n'émet pas de message. Et donc, on va la configurer comme étant une interface passive via la commande passive interface. L'interface 0/0. Ethernet 0/0. C'est tout pour la config au niveau de ce routeur. On passe au deuxième routeur. Sous-réseau routeur, ce deuxième routeur, il est connecté au sous-réseau 2 et 3. Donc, on va saisir aussi les mêmes commandes. Pardon. Terminal. Ah, c'est bon, on est en config maintenant. Routeur RIP, version 2. Network, on va annoncer le réseau 2 et 3. 2 et 3, 128 et 176. Et 176. Pas de passive interface.
parce que j'ai besoin de transmettre mes messages RIP aussi bien vers le routeur X1 et le routeur Y1. Je continue, vous remarquez que c'est très simple de configurer le routage dynamique par rapport au statique. Au niveau du statique, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et veillez à ne pas se tromper. Il y a beaucoup aussi de lignes de configuration à insérer. Routeur RIP, version 2. Au niveau des protocoles, je m'intéresse uniquement au réseau que je connais. Au niveau du routage statique, je m'intéresse à toutes les destinations possibles. Donc, réseau 3 et 4. 3, c'est 176. 4, c'est 136. Donc, 176 et 136. Pas de passive interface, toujours. On a terminé avec le troisième routeur. On passe au quatrième. J'ouvre le terminal. Version 2. Alors, ce routeur il est connecté au réseau 4 et 5. 4, 136, 5, 144. 136 et 144. Pas de passive interface. Sous réseau 5 et 6 qui sont connectés à ce routeur. Alors que ce que j'ai dit, 5 et 6. 5 c'est 144 et 152. 144 et 152, pas de passive interface. Voilà. Dernier routeur maintenant. Sous réseau 6 et 7. On ferme le terminal, on le réouvre. Enable, configure terminal. RIP, version 2. Alors 6 et 7. 152, 168. Ici, cette interface doit être passive parce qu'il y a uniquement un LAN, il n'y a pas de routeur voisin. Donc la Fast Ethernet 0/0, on va la configurer comme étant une interface passive où on ne va pas émettre des mises à jour de routage. C'est terminé. Alors maintenant il ne reste plus qu'à tester le ping. Ou bien on va aller essayer de voir la table de routage aussi. Show IP route. Regardez, nous avons deux lignes C avec 5 lignes R. Au total, j'ai 7 lignes parce que j'ai 7 sous-réseaux. Donc, je connais tous les réseaux au niveau de la topologie. Même chose ici, on va essayer de voir. C'est idem. On a des 2 lignes C et 5 lignes R apprises par RIP. Vous avez ici la distance administrative, c'est 120 pour RIP. Et 4, c'est la métrique qui est le nombre de sauts. C'est-à-dire que pour arriver vers ce réseau, il faut passer par 4 routeurs et via l'interface du routeur voisin. Pour ces 15 secondes ici, ça veut dire qu'il reste 15 secondes avant la prochaine mise à jour. Et ici, on a l'interface de sortie. On va tester le ping. On va prendre l'adresse de ce PC et on va essayer de pinguer. Et normalement, ça va marcher.
Donc, il y a des petits délais par rapport à ARP. Sinon, regardez, ça marche. Premier paquet, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé. J'ai un ping qui est successful à 75%. Voilà, j'ai 25% de perte, c'est tout. Mais si je le refais, j'ai 100% maintenant. Ça, c'est à cause de ARP. C'est un autre TP, voilà. Donc voilà pour RIP V2. La grosse différence, c'est la prise en considération du masque. Il y a aussi l'envoi des mises à jour en multidiffusion. Il y a aussi le support de l'authentification. Authentification de messages RIP, c'est-à-dire que quand les routeurs vont s'échanger des messages RIP entre eux, si l'authentification elle est activée, c'est-à-dire que je peux être sûr que c'est un message qui émane d'un routeur sûr. Et si je ne l'active pas, c'est pas grave aussi. Donc là, j'ai donné les commandes basiques pour créer une connectivité au niveau du réseau en utilisant RIP v2. Mais sinon, si vous regardez la vidéo où on présente le protocole RIP v1 et v2, vous verrez qu'il y a d'autres commandes qui permettent par exemple de configurer les timers, de redistribuer les routes statiques, de redistribuer les routes par défaut. On verra ça lorsqu'on fera un TP où il y a en même temps la configuration de RIP avec une route statique par exemple et une route par défaut. On verra aussi que par défaut, ces routes ne sont pas propagées via les messages RIP. On verra comment forcer la propagation de ces routes. On peut aussi essayer la commande trace route. On verra tous les routeurs par lesquels le ping passe pour arriver dans le reply. Donc, on a le chemin qu'emprunte le paquet. Et donc on peut le déduire au niveau de la topologie si on avait plusieurs chemins à prendre. Donc voilà pour l'exercice qu'on a fait en salle de TP.